Alors peut-être avant de nous présenter qui nous sommes, un petit mot sur là où nous travaillons actuellement, la Fondation Trajet à Genève. Ça fait 45 ans qu'on existe. On accompagne surtout des personnes majeures qui sont atteintes de santé mentale, et pour cela, on leur propose à disposition différents types de prestations qui sont les trois piliers de la vie inclusive, à savoir des différents types de logements possibles, du travail dans des entreprises dites sociales, et il y a aussi une palette d'activités qu'on a nommées citoyenneté, c'est-à-dire qui inclut de la formation, du sport, des activités de bénévolat. Bref, tout cela vise aussi à permettre à chacune de ces personnes de se réapproprier un rôle valorisé dans la société de manière générale. Donc ça, en deux mots sur Trajet, ça c'est là où nous travaillons principalement. Et puis maintenant, qui sommes-nous? Qui es-tu, David? David Munera, moi je travaille à la Fondation Trajet depuis 25 ans maintenant, où j'ai pu faire plusieurs métiers, celui d'éducateur social d'abord, ensuite responsable d'équipe et responsable pédagogique depuis une dizaine d'années maintenant. Je viens des sciences de l'éducation et j'ai fait pas mal de formations continues ensuite et avec un grand intérêt justement pour tout ce qui concerne l'accompagnement et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des dispositifs et un accompagnement qui soutient la volonté des personnes, l'autodétermination au service de leur émancipation. Et pour ma part, je m'appelle Guillemet, à la base je suis psychologue et formateur d'adulte et je travaille à la Fondation Trajet depuis à peu près une vingtaine d'années avec David et j'occupe le poste de responsable de formation actuellement qui consiste entre autres à monter des dispositifs de formation en présentiel classiquement, mais aussi l'idée c'est d'aller là où ça se passe, c'est-à-dire là où les lieux où nos collègues accompagnent les personnes concernées pour différents types d'activités. Nous sommes précieux de garder en lien aussi ce terrain-là en fait. Et puis nous avons à travers tout ça eu l'occasion de collaborer récemment avec quelque chose comme Michael et tout ça, et ça me fait plaisir de revenir aussi en Belgique à chaque fois. Même si la météo ne nous suit pas aujourd'hui, on a été bien accueillis, Candy, en soleil. C'est toujours un plaisir de revenir, on est venu plusieurs fois et à chaque fois c'est vraiment chouette de collaborer avec vous. Peut-être j'ai besoin de repères, on s'est présenté un petit peu, j'ai besoin de savoir un petit peu dans la salle, comme ça, donc c'est un projet Interreg européen. Levez juste la main ceux qui sont de Saint-Martin, qui travaillent ensemble. Oh, magnifique. Ceux qui ne sont pas de Saint-Martin, mais qui sont de Belgique. Waouh. Et expliquez-moi, qui sont ailleurs, il y en a quand même. Oh, il y a quelqu'un qui a traversé la frontière. Magnifique. Merci beaucoup. Pour nous, c'est important de ne pas rester tout seul. On fait participer ici au petit peu quand même. C'est pour bien. Au niveau du son, ça résonne pas mal. Est-ce que c'est assez clair lorsqu'on parle? Oui, ok. On va essayer d'articuler pour qu'on soit bien clair dans nos propos. Mais merci d'être présent et merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous. Ça va être vraiment un plaisir. Alors, en guise d'introduction, par rapport à la conférence de ce matin, on a souhaité partager avec vous, si ça marche, voilà, la phrase une citation de Paul Ricoeur, qui était un peu aussi à la base et qui nous a porté dans le cadre de ce projet, qui est donc la souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Donc, pour souligner l'importance dans nos vies de se sentir quand même à la base de nos actions pour les choses qui nous importent, pour les choses importantes pour soi et qui sont au cœur de l'autodétermination. Petite vidéo d'introduction pour illustrer cette notion d'émancipation qui concerne pas uniquement les personnes qui vivent avec un trouble psychique, mais aussi toute autre population ici. Nous avons choisi d'illustrer autre chose. Je vous laisse le découvrir. Je vous présente Christiane, une Genevoise de 27 ans, indépendante et engagée dans la Suisse des années 70.
Christiane est mariée, 2 enfants de 4 et 6 ans, et travaille comme enseignante dans une école primaire. Son mari, Hector, dirige sa petite entreprise de menuiserie. À l'image de la plupart des autres pays européens, la Suisse des années 70 est en pleine croissance et le chômage est quasi inexistant. Pour autant, la situation de Christiane est très différente de celle de son mari. Elle est privée de ses droits politiques, elle n'a pas l'autorité parentale de ses 2 enfants et elle ne peut ni travailler ni ouvrir un compte bancaire sans l'accord préalable de son mari. Alors, ce n'est pas parce que sa capacité de discernement est affectée. Non, nous sommes tout simplement en 1970. Beaucoup pensent que les femmes ne sont pas capables de s'occuper de choses sérieuses, de comprendre les enjeux économiques et sociaux de la vie politique. La femme doit s'occuper d'affaires ménagères et c'est tout. Et pourtant, le débat social change peu à peu la donne et les hommes accordent le droit de vote et d'éligibilité des femmes en 71, le droit parental en 78, l'inscription de l'égalité des droits hommes-femmes en 81 et la révision du droit matrimonial en 88. Christiane a alors 45 ans, elle peut enfin ouvrir un compte bancaire et travailler sans l'accord préalable de son mari. Du point de vue de l'autodétermination, cette histoire pose des notions fondamentales. La femme subit une discrimination générée par la stigmatisation. Un groupe dominant, les hommes, prive de droit un groupe jugé plus faible et incapable de faire face à certaines responsabilités, les femmes, en s'appuyant sur des stéréotypes. Puis, avec l'évolution des normes sociales générées par le combat pour l'égalité, une relation de partenariat se met en place. Hommes et femmes, à travers le débat social, d'égal à égal, s'accordent pour définir les changements indispensables et importants pour l'égalité des droits des femmes. S'ensuit un lâcher-prise. Une majorité d'hommes acceptent d'abandonner leur forteresse patriarcale et accordent aux femmes les mêmes droits fondamentaux. Puis l'émancipation. Les femmes s'affranchissent alors du pouvoir qu'exercent sur elles les hommes et développent leur pouvoir d'agir, celui de s'autogouverner, de décider par elles-mêmes, bref, de s'autodéterminer. Ce schéma est très commun et nous pouvons le transposer dans les luttes contre la ségrégation raciale aux USA dans les années 60, la voix des peuples autochtones, les mouvements de décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale ou, en ce qui nous concerne, la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques et leur place dans la société. Dès lors, une question se pose à nous. Quel est notre rôle à travers les notions que nous venons de voir ? Revenons à notre présentation. Et sur le thème central de cette matinée, c'est l'autodétermination. Quand on parle d'autodétermination, de quoi parlons-nous ? C'est un sujet qui peut être très vaste. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est, quand vous pensez autodétermination, à quoi ça vous fait penser automatiquement ? On lance un petit menti pour vous permettre de répondre à cette question. Donc téléchargez soit le QR code, soit vous allez sur pathmenti.com et vous avez le code sous les yeux. Et ce qu'on vous demande, une fois que vous avez accès au site, c'est vraiment laisser parler votre inspiration, ne réfléchissez pas trop, mais pensez à bien orthographier, mettre les accents aux mots, au pluriel, que vous souhaitez ajouter pour que nous puissions avoir une représentation de ce qui se passe dans votre tête en lien avec ce mot-là. Et vous voyez sur ma gauche un certain nombre de mots auxquels vous avez contribué. Pour l'instant, nous avons autonomie qui reste en tête, autonomie toujours en tête, celui de liberté, choix, responsabilité, pouvoir d'agir. Cette tiercée, tu commences. Allez, les 5 dernières secondes pour voir si la tiercée, peut-être va changer ou pas. Là, effectivement, ça bouge encore. Dernière ligne droite. Et oui, autonomie est toujours en bonne position pour l'instant. Ok,
merci d'avoir participé et puis d'avoir dévoilé un petit peu ce qui se passe dans nos têtes, pour qu'on puisse le rendre visible ici aussi. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc déjà, il y a des points communs. On parle d'autodétermination, il y a des choses autour de l'autonomie, etc. Mais c'est pour nous ce qui était intéressant, et c'est un des points de départ par rapport au projet aussi européen. Ok, autodétermination, on a l'impression d'y connaître quelque chose de près ou de loin, mais il y a surtout une variété de représentations et donc de pratiques et donc aussi d'impact sur l'accompagnement des personnes. Ok, nous on était parti à la Fondation Trajet en nous questionnant sur justement, à partir de la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, où la notion d'autodétermination, elle est assez explicite déjà dans les principes généraux, article 3, on retrouve de façon très claire cette notion de liberté de choix, autodétermination, et comment est-ce qu'on peut développer une pratique qui va dans le sens de ce texte de droit. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment une notion qui parle, qui intéresse les personnes, les professionnels de terrain? Est-ce qu'on est tous raccord avec ce que veut dire soutenir l'autodétermination? Est-ce qu'on a tous à peu près les mêmes repères pour l'accompagnement? Et surtout, concrètement, pratiquement, comment au quotidien nous pouvons soutenir l'autodétermination des personnes que nous accompagnons de façon très pratique. Bon, ces trois questions ont mobilisé un groupe de travail à la Fondation Trajet à un moment donné, un groupe de travail composé de professionnels et de personnes concernées, où on a un peu réfléchi à tout ça. On a fait un joli parcours de réflexion dans ce petit groupe, et une fois terminé, on se demandait, ok, c'est super, on en a une idée un peu plus claire nous, mais comment est-ce qu'on va pouvoir partager ça avec les autres? Comment est-ce qu'on va pouvoir diffuser le résultat de nos travaux autrement que juste par l'information ou des formations courtes qu'on aurait les moyens de développer en interne? C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais ok, seul on peut aller plus vite, mais à plusieurs on va aller plus loin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se dit, mais joignons d'autres expertises à notre projet. Et c'est à ce moment-là que c'est vrai qu'on avait contacté le CNP, mais pas que, d'autres partenaires, donc des partenaires des soins, donc la clinique, que ce soit le CNP à Saint-Martin, mais également KEPSIPI à Athènes en Grèce, et le centre de thérapie interfamiliale à Elche à Alicante en Espagne. Pour l'accompagnement social, il y avait le Trajet, mais également Espoir 54 qui était le porteur du projet. Et les partenaires pédagogiques dont nous faisions également partie avec Cariatine, qui est une organisation qui met en place des formations assez innovantes en France. Et les partenaires de recherche qui étaient Espoir 54, l'Université à Harvard et l'Association française d'éducation comparée. Voilà. On avait avec ces partenaires des expertises variées, on s'est dit, là, on va pouvoir proposer quelque chose de suffisamment large pour que ça puisse parler à l'ensemble des acteurs qui accompagnent des personnes vivant avec des troubles psychiques. Nous sommes le projet, il faut bien qu'on se fixe des objectifs, parce que c'est bien joli de réunir tous ces partenaires, mais si on n'a pas un objectif commun, on risque très bien de s'éparpiller et gaspiller notre énergie et des fois très vite ensemble. Donc en imaginant un dispositif, l'un des premiers objectifs donner du sens finalement à ce que nous faisons, c'est de viser l'amélioration des compétences professionnelles des accompagnants surtout, au soutien à l'autodétermination des personnes accompagnées dans le domaine de la santé mentale. Donc on vise une amélioration des compétences et on s'est dit, est-ce que c'est suffisant pour nous donner du sens? Donc, du coup, à quoi ça sert? Il faut que cet objectif va être atteint, il y a un but. Mais juste un petit commentaire, c'est vrai qu'on était parti en 2018 avec un projet beaucoup plus ambitieux, souviens-toi Jocelyn, parce qu'on avait la prétention de former aussi les personnes concernées et on avait aussi la prétention de proposer des pistes aussi managériales en termes de gouvernance, parce que c'est le lien entre gouvernance où l'autodétermination des professionnels est soutenue
et comment est-ce que ça a un effet bénéfique sur l'accompagnement des bénéficiaires ou des patients. Il y a un lien direct et on avait l'illusion qu'on pouvait faire ça en un seul projet, mais c'était beaucoup trop gros et il a fallu resserrer un peu les objectifs. Donc tu disais le but par rapport à cet objectif. Le but, ça nous a appris une belle leçon d'humilité aussi, mais de collaboration, et c'est chouette. L'idée, ok, on a recentré l'objectif. Une fois que l'objectif, on espère, être atteint, c'est que ça va permettre aux personnes concernées de faciliter leur expression en fait, au sein des différents établissements. C'est pour ça que dans un premier temps, quand je parle d'humilité, ça me dit le public, les professionnels accompagnants, qui va déjà être en contact et favoriser vraiment l'expression vers un comportement autodéterminé. Et puis on est allé un petit peu plus loin. Ok, on est ambitieux aussi, l'objectif est atteint, le but est atteint, à quoi ça sert? Et puis finalement, c'est très bien, finalement ça rejoint le slogan que vous avez mis ici. Il faut, si nous parvenons à cela, nous espérons pouvoir contribuer à une société davantage inclusive où chacun, chacune puisse oser se sentir à l'aise, exprimer ce qui est important pour elle, et puis trouver sa place dans la société de manière inclusive, justement. Et là, en retour, il faut commencer par là où ça se passe actuellement pour pouvoir faire émerger tout ça. Alors, un petit une halte par rapport à la démarche. Donc, la première démarche qui a été celle de l'équipe qui allait développer le projet a été d'aller questionner les professionnels de terrain pour savoir quelle était leur perception de l'autodétermination, quelle valeur leur donnait et comment est-ce qu'ils se représentaient le fait de soutenir l'autodétermination. Cette première phase a été une enquête préliminaire qu'on a joint au dossier de candidature pour le projet européen et qui nous a montré qu'en effet, la connaissance de l'autodétermination, en tout cas le mot était assez relativement connu selon les pays, mais souvent une connaissance incomplète qui se limitait à certaines dimensions de l'autodétermination, mais pas dans sa globalité. Et surtout, beaucoup de questionnements quant à son application sur les terrains. Par la suite, nous, on a vu que l'autodétermination peut être soutenue sur tous les terrains, même en situation de crise. Simplement, le champ des possibles se restreint, naturellement, mais le fait de pouvoir encore agir, de proposer des choix, voire d'anticiper avec des mesures anticipées ou des plans de crise conjoints, permet à la personne de s'autodéterminer lorsqu'elle n'est plus capable de le faire par anticipation. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment aussi porté dans comment est-ce qu'on développe la façon de faire pour les pratiques d'accompagnement. Bref, après cette première enquête préliminaire, on a démarré le projet et on est allé voir à nouveau le terrain. Et on est allé sur les 6 pays interviewés. Donc les intervieweurs étaient un professionnel et une personne concernée. Et on a fait des entretiens semi-directifs avec comme but de comprendre comment les professionnels avec au moins 5 ans d'expérience faisaient pour soutenir l'autodétermination et comment eux également se représentaient ce qu'est l'autodétermination, etc. Quelles étaient ces dimensions. Tout ce matériel très riche a été analysé justement par l'équipe de chercheurs. Nous avions une docteure en neuropsychologie, c'est ça, qui avait des outils à disposition pour justement analyser le discours des personnes et permettre de relever différentes dimensions qui semblaient revenir systématiquement dans le discours. Une chose, c'est l'expérience, c'est l'expérience terrain, mais on l'a complété également par une recherche de la littérature. Donc, on a parcouru un peu ce que nous dit la littérature, la recherche autour de l'autodétermination, mais aussi du point de vue pratique. Et on a combiné les deux, pratique par l'expérience et recherche de la littérature qui concerne l'autodétermination, pour ensuite construire un référentiel de compétences. Ce référentiel de compétences nous a permis de développer un dispositif de formation qui s'appuie sur des vidéos qui sont la brique la plus importante de ce dispositif de formation et qui ensuite est constitué d'un certain nombre de modules. Et quand je parle de brique, c'est aussi le cœur de cette formation, c'est qu'elle est
On peut juste extraire la vidéo et travailler autour de la vidéo qui contient des repères méthodologiques et théoriques de la théorie, mais pas que. Mais aussi, on peut également travailler avec l'ensemble des, on va dire, des conducteurs, des exercices, du parcours pédagogique qu'on a mis en place, et on peut le découper, on peut l'enlever, on verra ça plus en détail tout à l'heure. Une fois que le dispositif de formation est en place et il a été testé sur le terrain également, parce qu'il y a eu quelques formations pilotes dans le cadre de la formation. Formation qui a été co-construite également au niveau des contenus avec des personnes concernées. À un moment donné de la démarche, on a aussi soumis des supports et des scripts, des vidéos et la démarche à des personnes concernées pour compléter, pour corriger les contenus. Et la dernière étape, c'est celle qu'on a effectuée par exemple hier, en formant des personnes, mais aussi des équipes. Des équipes se sont formées en France, en Suisse, en Luxembourg également, même si le Luxembourg ne faisait pas partie du projet. Une institution a fait appel à nos partenaires français de Nancy, de l'Esport 54, qui ont formé des équipes qui elles-mêmes maintenant peuvent former leurs équipes. Voilà pour la démarche qui se voulait vraiment avec des allers-retours entre le terrain et la théorie pour construire quelque chose de solide et qui puisse parler à différents types de professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux ou des personnes qui travaillent dans les soins. Il fallait qu'on arrive à un équilibre qui permette que voilà, comment est-ce que ça parle et aux soignants et aux sociaux. Ces allers-retours nous semblent super importants pour aussi valoriser ce qui se fait déjà de bien, parce que ce sont des collègues qui ont de l'expérience, qui font de bonnes actions, mais peut-être des fois du mal à expliciter, à nommer les actions, et des fois à mettre des mots sur ce qui se fait et réciproquement. Ces allers-retours avec le terrain et la théorie, c'est de montrer ce que vous faites, ça a été validé aussi, puisque vous avez pas vu, la recherche le montre aussi sur votre terrain récent. Qui nous emmène à vous référencer un petit peu de quelles sont les compétences qu'on vise à travers ce dispositif de formation. Donc, il n'y a pas plusieurs, encore, en savoir théorique, c'est comme on dit. L'idée, c'est, lorsque nous parlons d'autodétermination, de quoi parlons-nous précisément, encore pour réduire les cas des représentations, en fait, pour qu'on puisse s'accorder sur un certain nombre d'actions, ce qui nous emmène aux compétences ou au savoir procéduraux, c'est-à-dire à partir de la théorie et à partir de nos pratiques. Quels sont les repères communs qu'on se donne pour accompagner la personne? Et déjà, entre nous, on parle souvent de travail, de réseau, la pluridisciplinarité, etc. Il faut maintenir tout ça et aussi on peut améliorer lorsqu'on a des repères communs pour avancer ensemble au service de la personne et non pas chacun de son côté. Et tout cela, j'ai la théorie, j'ai des repères, comment je vais incarner cela? Qu'est-ce que je ferai de la partie théorique? Qu'est-ce que j'espère de mes repères pour incarner ce rôle d'accompagnement orienté vers l'autodétermination? Donc là, cette trilogie de compétences et de savoirs sont essentielles et c'est un petit peu ce qu'on vise à travers ce dispositif de formation aussi. Ce référentiel de compétences est disponible sur le site du projet pour les personnes intéressées. Et un autre délivrable du projet était le guide des pratiques pour soutenir l'autodétermination, un guide qui se décline en des recommandations en termes de posture et d'action, une dizaine d'actions et deux grandes postures qui se déclinent ensuite en différentes actions très concrètes avec des verbes d'action. C'est un livret que vous pouvez également télécharger sur le site du projet. Ce qui donne, on va dire, des repères de l'accompagnement, et on le verra tout à l'heure, l'importance de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de dire aux personnes comment il faut faire, mais à partir de ces repères, qu'est-ce qui est possible dans le terrain, avec les ressources que nous avons, dans le cadre qui est le nôtre. Peut-être pour récapituler tout ça, on a l'ambition de vous montrer une petite vidéo pour avoir un aperçu général.
Tout le monde a entendu parler de la théorie de l'autodétermination, ou est capable d'en deviner le sens. Je m'autodétermine, je décide par moi-même. Mais la théorie est plus précise. Elle postule que m'autodéterminer suppose d'intérioriser ma motivation, dans les situations importantes pour moi, à travers un environnement soutenant mes 3 besoins psychologiques fondamentaux. Autonomie, appartenance, compétence. Par le biais d'enquêtes et d'entretiens dans 6 pays au sujet de cette théorie, nous nous sommes aperçus que les professionnels de la santé mentale approuvent intuitivement ces principes, mais n'en ont qu'une connaissance parcellaire, limitant d'autant sa mise en pratique. L'enjeu de notre projet Erasmus+, a été de rendre cette théorie applicable. Et voici ce que nous proposons. Pour permettre à un usager de s'autodéterminer, j'agis sur sa motivation, en créant un environnement qui soutient ses 3 besoins psychologiques fondamentaux. Mais cela n'a aucun sens si je ne l'aide pas également à se déstigmatiser, car cela lui permet de restaurer son rapport à l'action et ainsi développer son pouvoir d'agir. Je dois également réfléchir à ma posture professionnelle afin de soutenir la prise de risque, sans quoi aucune autodétermination n'est possible. Et je dois aussi me questionner sur la façon de favoriser les 3 besoins psychologiques lors des situations de crise qui peuvent survenir. Enfin, ce processus qui mène à l'émancipation, le but ultime de l'autodétermination, suppose que je tienne compte d'où en est la personne dans son parcours, que je respecte son rythme et accompagne les différents stades du changement qu'elle va vivre. Ce dispositif, notre travail, est à votre disposition, personnalisable par vous, à la nature de votre établissement, hôpital ou service, à ses contraintes de temps, de lieu, à ses besoins, pathologie, actualité. Après une formation auprès de l'un de nos organismes, vous animerez des sessions auprès de vos collègues, en vous servant de nos vidéos comme support de discussion pour déterminer comment adopter collectivement et dans votre contexte de travail une démarche qui soutient les 3 besoins psychologiques fondamentaux. La théorie de l'autodétermination ne mérite qu'une chose, qu'on l'applique. Et ce dispositif devrait vous permettre de le faire. Dans la vidéo, de toute façon, ce qui vient maintenant, c'est un petit résumé aussi des différents modules qui sont présentés dans la vidéo. Donc, l'idée, c'est avant tout d'avoir des repères théoriques, mais aussi pratiques de l'application de la théorie de l'autodétermination. Il existe plusieurs théories de l'autodétermination. Le choix s'est porté sur le modèle de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui est une théorie qui a fait ses preuves, qui continue à être testée dans tout terrain, que ce soit au niveau de l'éducation, du sport, de la santé, du travail également, et qui montre sa pertinence et sa force à travers des recherches qui ont été faites partout dans le monde et dans toutes les cultures également. Ce n'est pas juste une théorie qui sied à notre pensée occidentale, mais également à l'ensemble de la population, qu'on soit en Asie, en Amérique ou ailleurs. Donc, d'abord, bien comprendre ce qu'est l'autodétermination, pour ensuite, si j'accompagne vers l'autodétermination, il faut que je tienne compte également de l'autostigmatisation des personnes qu'on accompagne, et pour cela, je dois aussi comprendre quel est le mécanisme qui se met en place au niveau de la stigmatisation et le processus de stigmatisation, afin de pouvoir développer le pouvoir d'agir des personnes. Dans ce module, on fait découvrir de façon très succincte, on n'a pas la prétention de faire une formation sur le développement du pouvoir d'agir, mais on présente les grands principes de cette approche comme étant une approche qui est très ouverte à tout type de référentiel autre. Elle a des grands principes qui visent vraiment l'émancipation des personnes et la reprise du pouvoir, du sentiment d'avoir capacité d'action sur des choses importantes pour soi. On le fait à travers un personnage et sa référente, à travers une vignette, une petite histoire où on accompagne ce jeune homme vers quelque chose qui tout à coup fait sens pour lui et qu'il peut quelque part s'approprier.
Le quatrième module, ce sont des postures professionnelles, parce que ça c'est super important aussi. On a un certain nombre de postures professionnelles archétypiques qui nous viennent d'un historique, de politique de la relation d'aide, et c'est nous questionner, non pas pour les critiquer, mais plus pour, pas pour les rejeter en tout cas, mais s'approprier de se dire, ben voilà, quand je fais ceci, qu'est-ce que je fais et avec quels effets sur la personne que j'accompagne. Et prendre conscience de ça nous permet de glisser peut-être avec des postures qui vont être plus soutenantes sur les 3 besoins psychologiques fondamentaux qui sont au cœur de la théorie de l'autodétermination. On termine avec l'accompagnement du risque. Donc, et ce module a pour raison d'être de vraiment bien faire comprendre que l'accompagnement du risque, c'est accompagner, tout simplement. C'est-à-dire que le risque fait partie de l'accompagnement et il faut savoir pouvoir mettre des repères et avoir une méthodologie pour qu'on puisse s'entendre et continuer à collaborer ensemble et oser prendre des risques pour ne pas infantiliser et surprotéger la personne qu'on accompagne. Tous ces modules, on a à un moment donné des parties très pratiques où on demande aux personnes de réfléchir sur leurs propres pratiques, sur leur propre terrain, comparer avec les repères qui sont donnés et de voir ce qui est possible dans le cadre qui est le leur et comment est-ce qu'on peut, ne serait-ce que d'un pas ou deux, aller vers plus de soutien à l'autodétermination, même si l'idéal n'est jamais atteint. 2 autres modules devaient être développés, mais c'est vrai que dans le cadre du projet, qui était quand même très ambitieux sur ces 3 ans, c'est resté non développé. On avait commencé à développer des vidéos et tout, mais voilà, c'est resté à l'état de projet. Il y avait la gestion de crise et également le respect du rythme de la personne dans l'accompagnement. J'ai espoir qu'on puisse compléter la formation avec ces 2 modules, puisque je trouve très important d'avoir conscience que l'autodétermination peut également être soutenue pendant les phases de crise et l'importance aussi de tenir compte d'où se trouve la personne et de sa capacité à mobiliser un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Et ce qu'on répète souvent, c'est que pouvoir agir ne veut pas dire devoir agir, il faut pouvoir respecter cela. Et enfin, tout ça, c'est au service de l'émancipation des personnes. Au niveau du timing, on est sur 2 jours et demi de formation, mise bout à bout, ce qui est totalement non recommandé. Il faut vraiment faire par petits bouts, par module, voire le module, on peut le séparer en 2 ou 3 phases distinctes, et on vous donnera des exemples tout à l'heure. Avec quelle logique? Alors l'idée, il y a une partie d'humilité. Avec ce dispositif, si vous pouvez imaginer avoir la manette, aller sur les terrains de là où ça se passe, justement de chacune des équipes, et ça va aider à identifier ce qui dans l'accompagnement, que c'est fait déjà de toute façon. Les équipes nous ont pas attendu pour faire l'accompagnement. On va chercher à faire le lien avec l'autodétermination et ces 2 pieds d'action qui sont les 3 besoins psychologiques fondamentaux. On a déjà identifié et fait des liens avec le terrain de pratique. Et ce qu'on a pu voir pendant ces 3 jours de formation, il y a plein de choses qui sont faites déjà sur les terrains sans que ce soit conscientisé comme étant quelque chose qui soutient les 3 besoins. Certaines choses, les personnes les font en sachant qu'elles sont en train d'accompagner vers le rétablissement, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, le lien entre autodétermination et rétablissement, vous voyez un petit peu ce que c'est. Enfin, le rétablissement est fondé avant tout sur l'espoir et l'autodétermination des personnes, et sans autodétermination, sans un minimum d'autodétermination, le rétablissement est difficile, voire impossible. Tout cela va nous permettre de créer ou de renforcer un environnement propice à quoi? À favoriser l'autodétermination. En gros, c'est là où on contribue, nous, on rappelle souvent, nous faisons partie des facteurs environnementaux pour des personnes et nous pouvons contribuer à créer un environnement davantage motivationnel, davantage autodéterminé, on va dire. L'autodétermination, ça se joue beaucoup dans l'interaction interpersonnelle, où le professionnel va être un frein ou un levier. Et le levier, si je suis
suis en train de soutenir le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence et le sentiment d'appartenance de la personne. Là, je suis en train de soutenir l'autodétermination de la personne. Et cet environnement motivationnel va permettre le mouvement qui appartient à la personne, on l'espère. On n'a pas pu le voir, mais il y a un mouvement comme ça qu'on espère pouvoir, à travers nos actions, à travers les facteurs environnementaux, etc., permettre à la personne d'intérioriser sa propre motivation, pourquoi faire, parce que ça va lui permettre de se sentir plus en confiance, plus consolider et s'engager et persévérer dans le choix de ses projets, parce qu'il en a la possibilité et que l'environnement croit en lui aussi. Et finalement, ça nous emmène à ce qu'on avait dit, tout cela, on vise à permettre aux personnes finalement de pouvoir agir, il faut avoir des choix, parce que c'est important au terrain, et de savoir quelles sont ses compétences, ou bien qu'on va accompagner à travers des compétences, et on va travailler en équipe à ce moment-là aussi pour viser quelque chose de plus grand dans la société de manière générale. Et on n'oublie pas non plus que tout cela se passe dans un contexte, des contextes différents. La personne un jour peut être chez nous, ailleurs, mais la trame de base pour nous, c'est important, c'est que chacun puisse être conscient de ce qui se passe pour permettre à la personne aussi d'en prendre conscience à son tour et de se réapproprier son projet, ses envies, tout en tenant compte de l'environnement qui l'entoure. Okay. Et c'est cette logique qui guide la construction des modules. Repérer ce que je fais, est-ce que ça contribue à créer un environnement propice pour favoriser l'internalisation d'une motivation plus autonome, et tout ça dans le service du fait de développer le sentiment de reprendre du pouvoir, de pouvoir agir sur des choses qui sont importantes pour moi, dans un cadre des possibles où tout n'est pas possible. L'autodétermination n'est pas je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je vis dans un environnement et certaines choses ne sont pas possibles, mais il faut aussi pouvoir les conscientiser. Voilà, tous ces étapes historiques nous amènent à différents types d'applications possibles à travers ces différents modules illustrés par les vidéos, et puis pour les animateurs, c'est soutenu aussi par des PowerPoint qui le servent de fil conducteur aussi. Mais on va voir plus encore en détail. L'idée, c'est que c'est adaptable. La notion d'adaptabilité des Lego, comme j'en parlais, ça permet de s'adapter à chaque service, les contraintes, etc. On peut raccourcir les séquences, ou les réutiliser lorsqu'il y a des nouveaux collègues qui arrivent, ça permet de rafraîchir les choses, etc. Et ce qui est encouragé aussi, pourquoi ne pas imaginer, oser cette thématique, la standardisation, par exemple, on peut inclure aussi les personnes concernées là présent pour participer et s'enrichir mutuellement et de s'adapter pour savoir comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Voilà, ça c'est juste les différents types de découpage que vous pouvez choisir, de choisir, parce que l'idée de former des animateurs de terrain, c'est qu'ils connaissent bien le terrain justement pour implémenter cette leçon et non pas venir, voilà, nous avons fait 3 journées de formation, là vous allez faire tout le monde, en général, par expérience. Donc ça vous permet d'avoir cette finesse aussi, d'arroser au préalable ce que vous emmenez pour mieux pouvoir pousser ce que vous souhaitez voir pousser auprès de nos collègues et au service de personnes concernées. Voilà, différents types d'utilisation et puis de la part de créativité qui existe aussi. Il ne faut pas s'enfermer dans ce dispositif. L'idée de terrain, c'est que vous pouvez vous capter des situations dans le terrain, vous pouvez évoquer les personnes concernées pour pouvoir exposer par exemple des situations, imaginer d'autres choses aussi pour venir compléter tout en gardant en tête les messages liés à l'autodétermination par exemple. Ou utiliser la vidéo juste pour créer un débat autour des repères et des propositions qui sont faites par la vidéo, sans forcément mettre en place une formation. Voilà. Et les vidéos circulent déjà dans certaines formations qui ne sont pas des formations à l'autodétermination. C'est qu'à Genève, il y a une formation sur la communication non violente qui a récupéré des vidéos de ce projet, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite, que ça circule. Pourquoi est-ce qu'on aurait tout ça? Parce qu'il y a l'idée, ce qu'on souhaite, c'est que ça va nous permettre de nouveau, non pas bousculer, tout remettre en question pour lui, comme vous avez dit, etc. L'idée, c'est en douceur, on a des repères communs, on fait la part des choses dans la théorie et la pratique, et surtout, ce que j'aime bien dire, c'est mettre en action les mots, et mettre en mots les actions qu'on pratique déjà pour mieux se comprendre et agir ensemble. Ce qui nous emmène au langage commun déjà.
la représentation sémantique est large, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Donc il faut que ces actions soient le plus clairement possible et ça prend l'effort du but un petit peu de temps pour partager, pour clarifier les représentations des hommes et des autres. Ce qui nous permet de toujours nous appuyer sur le savoir expérientiel. De nouveau, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire, mais on va voir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas vues ou bien tout simplement renforcer. Ben ça, c'était pas mal ce qu'on a fait et ça vaut la peine de le répéter. Évidemment, ce matériel peut contribuer avec des bénéfices secondaires en plus de l'accompagnement des personnes concernées. On peut s'accompagner aussi entre collègues. Des fois, on s'oublie un petit peu en retour et on oublie des ressources à proximité de nous aussi. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est en prenant la logique des fois des contraintes, des services, qui nous permet de vraiment discuter avec l'ensemble des personnes concernées par ce dispositif pour être autonome, se sentir à l'aise et non pas que de nouveau la formation soit vécue, c'est un moment trop théorique et puis du coup d'un côté. C'est vraiment l'idée d'allier les deux choses, la formation au bénéfice de la pratique et la pratique au bénéfice de la formation. C'est un peu la démarche qu'on a souhaité initier avec ce projet. C'est ce qui a été fait hier, avant-hier et avant-hier. Pendant ces 3 jours de formation, on a formé des futurs animateurs et animatrices qui vont pouvoir reproduire ou adapter la formation sur leur terrain. Alors, et à nouveau, selon leur sentiment, enfin leur capacité à animer ou même à s'approprier des contenus, il y a aussi plein de façons de proposer cette formation sans être forcément un expert de l'autodétermination. La théorie est en partie quand même sur les slides, sur les diapositives, mais surtout beaucoup dans les vidéos. Donc on peut, à partir de là, créer la discussion, créer un débat au sein des équipes pour voir comment est-ce qu'on peut faire tendre vers quelque chose qui serait plus soutenant en termes d'autodétermination. Quelques exemples. Alors, on peut, à partir d'une mise en situation, c'est-à-dire soit à travers une vidéo qui montre une situation, soit à travers un exemple concret, on peut se baser ensuite sur les repères théoriques et méthodologiques, et ensuite revenir sur la situation pour comparer, voir ce qui est faisable. À partir de ça, on fait un feedback et on voit comment est-ce qu'on peut le transférer sur notre terrain, et ensuite on fait une boucle et on refait un feedback, etc. On peut également toujours partir d'une situation, mais faire rapidement, à partir du moment où j'ai les repères de ce que me permet de comprendre de comment est-ce que je soutiens l'autodétermination, on retourne sur le terrain, on fait nos expériences, on prend des notes et on revient pour discuter de comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés, quels ont été les empêchements pour peut-être pouvoir mieux appliquer, mieux mettre en place un certain nombre d'actions concrètes qui soutiennent l'autodétermination. Et toujours, faut s'arrêter, un temps de feedback, de comprendre qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a tenté, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience, qu'est-ce qu'on a appris de nous, qu'est-ce qu'on a appris du terrain, des personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les personnes accompagnées, mais aussi les autres professionnels. Et ça, c'est important, pas juste qu'est-ce que j'ai appris moi sur moi, mais qu'est-ce que j'ai appris également dans l'environnement qui peut être plus ou moins soutenant. Et voilà un autre exemple, partir de la théorie, aller sur le terrain, et très vite faire un feedback, revenir sur le terrain et refaire un feedback. À vous de voir quelle est la meilleure façon d'intégrer cette formation qui est justement faite à partir des éléments théoriques contenus dans les vidéos. Ensuite, on peut en faire beaucoup de choses. Les conducteurs, les PowerPoint sont ouverts, ne sont pas protégés. Tout est modifiable, on peut rajouter des choses, enlever des choses. La seule exigence, c'est de citer la source qui est celle du projet européen, donc il n'y a pas de problème. Et le fait que ça ait été cofinancé par la Commission européenne. Vous voyez peut-être un peu la logique, on parle de Lego, on peut imaginer, voilà, finalement, on a à disposition 5 pièces de Lego et on va s'amuser avec les équipes. Et pour nous, le rôle important de l'animateur, de
deux terrains, vu que les deux terrains, ça nous permet de faire le lien entre les différentes séquences et puis peut-être par rapport au feedback autour du terrain, ça nous permet peut-être de maintenir cette dynamique-là autour de ces thématiques, de ces méthodes-là. Tiens, on a vu ça, comment ça se passe entre les séances aussi. Et puis, au fur et à mesure d'arrondir, implémenter tout cela, et puis à un moment donné, ça deviendra peut-être un réflexe naturel, et il y aura d'autres choses qui vont émerger aussi. Et en guise de mise au point. Alors ça, c'est de nouveau pour revenir à cette notion d'humilité, c'est quelque chose qu'on met toujours avant chaque animation et qu'on rappelle aux animateurs aussi de le faire. Et nous aussi, ça nous permet de nous reconnecter avec notre posture. Alors, on le lit littéralement. Donc, cette formation n'a pas la prétention de vous dicter la façon que vous devez travailler. Tranquille, on ne vient pas avec un gros sabot pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous faites tout faux, il faut tout changer. Voilà. D'où est-ce qu'on vient? C'est qu'un grand travail a été mené pour identifier dans les pratiques et dans la littérature scientifique ce qui semble donner les meilleurs résultats dans le soutien de l'autodétermination des personnes accompagnées en santé mentale. Enfin, vous voyez le lien entre la pratique et la théorie existante et surtout la pratique et la théorie qui émerge en potentiel aussi à travers l'apport de ce dispositif. Cela pourra sembler parfois un peu idéaliste, trop parfait ou utopiste, mais l'idée ici n'est pas d'être parfait, parce que de nouveau, lorsqu'on regarde des approches, des théories, et qu'on montre les séquences évidemment qu'il va falloir qu'on raccourcisse, réaction naturelle, ça c'est la théorie, tu sais bien que dans la réalité c'est pas comme ça, etc. Ok, bon, c'est pour ça qu'on vient sur votre réalité aussi, pour savoir comment on peut faire le lien sans tout révolutionner. Et pour faire cela, il s'agit de questionner, parce que si on n'a que des réponses, on va les appliquer dans un réflexe automatique, et du coup, le dispositif, l'animateur et les autres collègues aussi sont là pour questionner avec des grilles de lecture communes. Ok, il y a un idéal, mais comment est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les actions à mener pour avancer vers cet idéal, sachant qu'un jour, on voit peut-être l'atteindre ou pas, mais il y a quelque chose à faire en tout cas, on s'ouvre des possibilités. Et ça rejoint un petit peu se mettre en mouvement, la formation, c'est une dynamique, c'est un mouvement, et après aussi, il s'agit de maintenir ce mouvement en faisant d'autres actions aussi d'accompagnement. Et pour que cela puisse avancer de la manière la plus sécurisante pour tout le monde, il faut être conscient de finalement quels sont les obstacles que nous avons, et qu'il s'agit de surmonter, d'en faire quelque chose de plus riche, et du coup, quels sont les enjeux à surmonter ces obstacles ou à ne pas les surmonter. Et ça, il faut que l'ensemble des personnes soient d'accord pour parler la même chose. Sinon, justement, le dispositif est là pour ça. Ok, de quoi parlons-nous, et puis on peut réaliser la vidéo, le processus, etc. Très bien. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on répète souvent pendant la formation. Être au clair et qu'on sache qu'est-ce qui est attendu de la part du groupe. Voilà. Au niveau de la suite, c'est clair que c'est un projet qui s'est terminé désormais, n'empêche que des nouveautés peuvent apparaître, peut-être qu'on arrivera à mettre en place un nouveau module. Il y a quand même l'idée de mettre à disposition des vidéos prochainement sur une plateforme de type Vimeo pour que ce soit accessible à tout un chacun, indépendamment, juste pour le mettre à disposition. Et puis, par rapport aux animateurs terrain, par rapport au matériel, par rapport au PowerPoint, tout ça, actuellement, il y a une plateforme qui ne fonctionne pas super bien, mais qui existe, et à laquelle on peut se connecter via un mot de passe et un login. Mais pour ça, il y a une démarche, il faut que nous, on crée le profil et que vous, ensuite, activiez votre compte. Et vous avez accès, comme ça, au PowerPoint et aux différents modules. Bon. Si vous êtes intéressé à avoir accès à cette plateforme, vous avez, peut-être pas à Jocelyn. Jocelyn, c'est plus pour ceux qui seraient intéressés à la formation en tant que telle. Jocelyn peut relayer les informations et voir ce qui est faisable, quelle réponse il est possible
possible de donner à vos demandes. Par contre, si vous souhaitez être inscrit sur la plateforme et avoir accès aux documents, ça, ce sont nos mails respectifs, Lynn May et David Muller. Sur ce, on va de nouveau avec le temps à disposition et les joies de l'informatique. L'idée, c'est de voir la mini-sensibilisation pour aborder cette thématique de l'autodétermination en vous présentant un dispositif qui peut soutenir la démarche d'accompagnement vers cet idéal qui, on espère, deviendra une réalité aussi prochainement. Voilà, on clôture la partie contenue et puis on se réjouit de vos questions, vos remarques, vos réactions aussi à ce moment-là. À partir de maintenant.